Chaque jour, l'IA remplace des métiers. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te partager des idées, concepts, principes, certes qui sont avant-gardistes, mais qui vont te permettre d'avoir un coup d'avance sur l'IA, l'automatisation et le remplacement de ces nouvelles technologies. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vadim, je suis dans le domaine de l'IA et de l'automatisation depuis quasiment plus de 2 ans. J'ai fait plus de 500, peut-être même 600 automatisations. On me connaît pour avoir mis en place plein d'automatisations dans des business en ligne et pour scaler des business grâce à des agents IA, grâce à des automatisations qui fonctionnent pendant que tu dors. Et je m'intéresse pas mal au sujet de l'IA, j'aime bien partager ce que j'apprends. Et dans cette vidéo, j'aimerais te partager, selon ma vision des choses, comment positionner son business de sorte à ce que l'IA ne nous remplace pas. Ou du moins, au maximiser ce paramètre. Ok. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, commenter. À rejoindre le canal Telegram, j'ai posté plus de 30 automatisations gratuites qui coûtent entre 500 et 4000 euros. Voilà, je t'ai partagé tout ça gratuitement. Tu peux les télécharger, les implémenter dans ton business. Et je t'ai partagé aussi pas mal de ressources qui te permettra d'en savoir un peu plus sur l'IA, l'automatisation et comment en prendre profit. Voilà, c'est gratuit. Petit disclaimer, donc introduction. C'est des idées qui restent quand même assez avant-gardistes. Et en fait, l'intérêt pour moi de faire cette vidéo, c'est de faire une vidéo qui va durer sur le temps. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas envie de faire une vidéo qui va être obsolète un mois plus tard. Parce qu'en fait, si tu regardes bien la plupart des vidéos d'IA, en fait, c'est des vidéos qui sont obsolètes un mois plus tard. Parce qu'en fait, c'est des vidéos de veille technologique. Là, justement, j'ai envie de faire une vidéo qui était totalement différente, où je partage des principes peut-être techniques, peut-être complexes pour certains, mais en fait, j'ai envie de partager des idées qui durent sur le temps. Donc si tu regardes cette vidéo plusieurs mois après, écoute, c'est pas trop tard. Voilà. Donc du coup, petite introduction. Le cerveau a des difficultés à comprendre ce qui est exponentiel. Le cerveau, lui, est programmé et câblé de sorte à comprendre ce que c'est que la linéarité. La linéarité, c'est en fait, par exemple, je sais pas, aujourd'hui, je fais 2000 euros. Le mois prochain, je fais 2004. Le mois d'après, je fais 3000. Le cerveau a une compréhension, parce qu'il dit c'est assez linéaire, quoi. Le truc, ça augmente en croissance, ça reste compréhensible. Par contre, si jamais, je sais pas, je fais 2000 ce mois-ci, voilà, et que le mois prochain, je fais 250 000, et que le mois d'après, je fais 5 millions par mois, là, le cerveau, il comprend pas. Il comprend pas comment c'est possible que tu aies multiplié ton salaire x 100 en un mois. Tu te dis, attends, x 100 en un mois, et voilà, le cerveau a du mal à comprendre ce type de principe. Un exemple qui est assez concret, c'est voilà, si tu marches 30 pas, voilà, on va dire que tu as des grands pieds, 30 pas, tu fais 30 mètres environ, voilà. Un peu moins peut-être, mais tu fais 30 pas, tu fais environ 30 mètres. Tu as une compréhension de ce que c'est que 30 mètres, tu te dis, c'est logique, quoi. Sauf que si jamais tu te dis, ok, je vais faire des pas, mais ils vont doubler de distance à chaque fois que j'en fais un. Donc je fais un pas, je fais 1 mètre, j'en fais un autre, ça double de distance, ça fait 2 mètres. En fait, tu te rends compte qu'au bout de 30 pas, tu fais 26 fois le tour de la Terre. 30 pas, comment c'est possible? Donc en fait, le cerveau a de grandes difficultés à comprendre ce qui est exponentiel et a une très bonne compréhension de ce qui est linéaire. D'où la difficulté de faire des programmations, enfin d'anticiper certaines choses qui sont exponentielles. Voilà. Donc juste petite annonce avant tout ça, like, abonne-toi, commente, ce genre de choses. Voilà. Ça me permet aussi de faire plus de vidéos et de savoir exactement ce que les gens veulent. Voilà. Profites-en. Petit point important, c'est de parler d'antifragilité. Alors, le principe d'antifragilité, c'est un principe qui vient du livre de Nassim Nicolas Taleb. Et en gros, l'antifragilité, c'est, je reprends la définition, l'antifragilité est au-delà de la résilience ou de la robustesse. Le résilient résiste au choc et reste le même. L'antifragile s'améliore. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, par exemple, là, j'ai un iPhone 5. Si je le casse comme ça, je le balance, il est cassé. Donc il est fragile du coup. On parle du principe qu'il est fragile. Un principe antifragile, ce serait que en fait je défonce, je le balance. Là tu vois, il y a un mur derrière moi. Hop, je prends le téléphone, je le fracasse contre le mur. Et en fait, le téléphone devient plus robuste. Ce serait qu'en fait, il soit beaucoup plus résistant. Et qu'en fait, au lieu que ce soit un iPhone 5 comme là, ici, en fait, ce soit un Nokia 3310, tu vois. Donc, c'est ça le principe d'antifragilité. C'est un principe qui
difficilement compréhensible, mais qui s'applique quand même dans le domaine du business. En gros, comment personnaliser ça dans le domaine du business? En fait, c'est le fait de concevoir tes offres, systèmes, tes habitudes à chaque imprévu, ce qui augmente en fait sa robustesse. C'est-à-dire qu'en fait, donc il y a des exemples d'imprévus, donc par exemple tout ce qui est les updates d'API, tout ce qui est changement d'algorithme, nouvelles régulations. En fait, techniquement, tu es fragile par rapport à tout ça. Et du coup, ne pas s'antifragiliser fait de toi en fait une personne vulnérable. Pourquoi? Parce que tu dépends de choses que tu ne maîtrises pas et qui est destiné à évoluer. Et en fait, si jamais tout ton business repose sur, je sais pas, une application, repose sur un système de paiement, une offre ou je ne sais quoi, en fait, tu te retrouves à être en position où tu peux en fait du jour au lendemain te faire kicker. Si par exemple, je sais pas, t'encaisses que avec Stripe et que t'as que ça sous la main, du jour au lendemain, en fait, tu peux ne plus faire de thunes parce que bah, Stripe te bloque. Voilà, comme ça. Si tout ton argent vient d'une seule et unique façon, si je sais pas, t'as qu'une seule offre où ça te rapporte de l'argent et que celle-ci ne fonctionne plus le jour au lendemain parce que X ou Y, bah en fait, t'es fragile en fait. Alors qu'en fait, l'objectif est de multiplier ce type de choses, donc multiplier les applications que tu utilises, etc. De sorte à ce que voilà, s'il y en a une qui saute, bah c'est pas grave, t'as peut-être perdu un petit peu d'argent, t'as perdu des choses quoi, mais t'as pas tout perdu parce qu'en fait tu t'as pensé à des solutions de secours. Quelques petits exemples, genre par exemple, si tu prends Amazon Marketplace, quand il y a une nouvelle tendance, genre tout ce qui est dropshipping, TikTok, t'as des milliers de vendeurs en fait qui vont s'adapter immédiatement et qui vont lancer ça, qui vont lancer une trend dessus quoi. C'est un truc d'antifragilité, c'est-à-dire qu'en fait les mecs vont pas rester sur les mêmes produits qui vont pouvoir périmer. En fait, l'antifragilité repose sur une facilité assez simple de s'adapter par rapport à son environnement. Et on verra dans cette vidéo qu'en fait, c'est tout le principe même repose un peu là-dessus en fait. Par exemple, une startup qui s'appuie sur des API, donc Stripe, GPT, Notion, etc. Si un acteur change et se plug ailleurs, bah, son écosystème devient antifragile. Donc en fait, l'objectif, c'est de diversifier au maximum ses offres, ses outils, etc. de sorte à pouvoir en fait ne pas être dans des problèmes si jamais il y a une de ces solutions qui ne marche pas. L'objectif, voilà, par exemple, de tout ce qui est business creator, c'est en fait le fait d'utiliser différentes plateformes. J'avais fait, il y a un peu plus d'1 an et demi, un business qui était consacré uniquement sur Twitter, voilà, un compte faceless sur Twitter. J'avais jusqu'à 4200 followers, voilà, j'avais un business dans le domaine de l'IA sur Twitter. J'ai malheureusement quasiment fait que du Twitter, j'avais pas d'autres applications et du jour au lendemain Twitter m'a bloqué et a supprimé mon compte, ce qui fait que du jour au lendemain je me suis retrouvé avec une audience de 4200 personnes perdues comme ça. Tac, hop, j'ai perdu toute mon audience. J'avais juste une communauté sur Telegram, mais c'est tout. Et donc en fait, leçon que j'en ai tiré, c'est qu'en fait j'étais pas antifragile parce que j'avais qu'une seule application. Alors qu'en fait, si jamais tu es sur YouTube, que tu es sur Telegram, sur Twitter, Instagram, etc., qui est un réseau qui plante, c'est pas trop grave. Parce qu'au pire, tu en recrées un autre. Dans tous les cas, tu as ton audience qui sont sur d'autres plateformes. Voilà. Alors, deuxième principe, c'est où placer son curseur. Alors là, je vais m'appuyer du coup sur un graphique, une notion que j'ai piqué à Tugan Barra. Voilà, petit lien de la chaîne pour créditer, comme c'est important. Il avait fait en fait un live où il présentait sa vision des choses, de où est l'argent par rapport à l'IA. Je me suis pas mal inspiré de ce concept pour faire ma vidéo, même si mon avis il reste différent, je tiens quand même à le créditer. Selon lui, en fait, l'argent se trouve selon 4 métriques, enfin sur 2 axes différents, comme une matrice. La matrice du coup de la relation et de la techno. Donc en fait, l'argent se retrouve soit dans la relation, soit dans la techno, en tout cas dans ces extrêmes-là. Et également dans un principe d'abondance et de rareté. Selon lui, du coup, bah, tout ce qui est relation rareté, ça va être tout ce qui est l'OFM, Mastermind, etc. Rareté techno Web3, abondance techno IA, et relation, abondance, TikTok, Insta, Tweet, etc. Okay. Principe qui me semble très intéressant, mais selon moi, je trouve que parmi ces 4-là, il y en a 2 qui sont vraiment super intéressantes. Et je vais expliquer pourquoi.
En fait, pour moi, il y a deux pôles vraiment intéressants où se positionner. C'est qu'en fait, ma vision des choses, c'est qu'en fait, dans le business, il y aura soit l'IA, soit l'humain. Et qu'en fait, l'IA a ses forces et ses faiblesses, l'humain a ses forces et faiblesses. Et j'ai du mal à comprendre comment un humain peut concurrencer une IA en matière d'abondance. Tout comme je pense qu'un humain est plus pertinent en matière de rareté qu'une IA. Et en fait, pour moi, du coup, les deux extrêmes, ce serait en fait deux principes. Donc, ce serait l'artisanat pur et la construction d'usines. C'est-à-dire qu'en fait, là, on serait sur une dynamique du coup d'IA, donc de vraiment genre d'abondance, de techno. Voilà, une usine automatisée, une usine digitalisée, automatisée. Et d'un autre côté, on va être sur de l'artisanat pur, du savoir-faire, de la qualité, mais qui sera dans une logique de rareté. Voilà. Voilà. Quelques exemples un petit peu d'artisanat, donc ce serait des masterminds fermés, ce genre de choses. Et par exemple, pour tout ce qui est constructeur d'usine, donc plutôt vers là où je me dirige, ça va être tout ce qui est la content factory, donc c'est-à-dire qu'en fait, des automatisations qui vont publier du contenu en automatique sur plein de réseaux, du repurpose. En fait, ça va faire ce que fait l'humain, mais d'une manière abondante, répétitive, vraiment en quantité abondante, quoi. Genre vraiment en quantité abondante. En fait, là, genre, je fais une vidéo, peut-être qu'il y aurait des IA en fait qui vont face swap mon visage. Je sais pas, par exemple, je vais faire un agent IA, je vais lui mettre toutes les connaissances, tout ce que je veux transmettre, etc. Et peut-être que ça se trouve, l'IA en fait va faire cette vidéo que je fais. Et en fait, va le faire en différentes langues, va prendre différents axes, va faire différentes vidéos dans différentes langues, les publier partout. Ensuite, d'autres automatisations qui vont récupérer le transcript, qui vont faire des tweets, des threads, etc. Ce genre d'usine. Voilà. En tout cas, j'ai parlé de création de contenu, c'est un exemple. Voilà. Donc, principe que j'ai dit, donc voilà, selon moi, l'IA ne peut pas vraiment rivaliser l'IA sur le plan de production d'abondance, tout comme l'IA peut difficilement concurrencer l'humain sur le plan de la qualité. Un exemple qu'on pourrait donner, en gros, serait par exemple dans l'alimentation. On aurait genre par exemple tout ce qui est fast-food, donc qui est production d'abondance. Je sais pas, tu vas au McDo, c'est de la production à la chaîne. Les plats surgelés, ce genre de choses, c'est pas forcément très bonne qualité, mais on est sur une logique d'abondance, genre vraiment de production rapide. D'un autre côté, on a l'artisanat qui serait du coup un resto gastronomique. Et je pense qu'à mon avis, cette métaphore-là, ce serait plutôt dans le business, donc soit de la production abondante, pas forcément de bonne qualité, ou soit de la production vraiment restreinte, vraiment de la rareté, mais de la qualité derrière. Tout comme dans l'éducation, tu as des formations en ligne et des coachs individuels premium où tu payes vraiment la blinde, quoi. Le mieux, selon moi, c'est de se poser la question, par rapport à moi, qui je suis, où est-ce que j'ai le plus d'appétit? Est-ce que j'ai le plus d'appétit pour produire beaucoup avec des IA, des automatisations, ce genre de choses? Ou est-ce que j'ai plus d'appétit pour faire de la rareté, avoir des connexions avec des humains, ou pas? Je pense qu'à mon avis, la vraie réponse est d'abord bien de se connaître, pour ensuite après se positionner et faire quelque chose qu'on aime plus, quoi. Après, rien n'empêche d'être un petit peu dans les deux, mais mieux vaut faire une chose bien que deux choses différentes, mais moins bien, quoi. Voilà. Troisième point, comment jouer dans un jeu qui est de plus en plus binaire. Je reprends le principe d'exponentialité que j'avais dit au début, en fait, à l'introduction. C'est qu'en fait, genre, si on regarde par exemple l'évolution technologique, on peut se rendre compte qu'en fait, on est sur croissance qui est assez exponentielle. Donc là, on a l'imprimerie qui est, je ne sais plus exactement quelle date, qui date d'il y a des siècles et des siècles. On a eu les premiers ordinateurs le siècle dernier. On a eu GPT-3 il y a 2 ans. Et l'AGI qui n'est pas encore arrivé, et qui devrait arriver d'ici quelques mois, quelques années. En fait, on se rend compte que la croissance exponentielle, il n'y a qu'à voir en fait les générations précédentes de la compréhension du monde dans lequel on est. Si tu prends des personnes qui ont 70 ans, 80 ans, il y a quand même une bonne grande partie des gens qui pigent vraiment pas du tout ce que c'est. Je sais pas. T'as 80 ans, expliquer ce que c'est que le Web3, les blockchains, les machins, compliqué quoi. Ce qui montre du coup un peu l'exponentialité du chose, enfin du monde en fait. L'exponentialité du monde, voilà. J'aurais pu prendre d'autres exemples, genre la Wi-Fi, Bluetooth, l'électricité, ce genre de choses. Mais en fait, il y a une question qui se pose, du coup, c'est la binarité.
Donc c'est soit 0, soit 1. Donc binarité, en fait, c'est un langage que comprend les ordis. 0 ou 1, en fait, c'est une binarité. Il n'y a pas de 0, machin, non, c'est 0 ou c'est 1. Même si, bon, il y a les ordinateurs quantiques, mais c'est pas le sujet. C'est soit 0, soit 1. En fait, là, tu as le choix. C'est un peu comme dans Matrix, où tu as la pilule bleue, la pilule rouge. La question que tu dois te poser, c'est, ok, choisis 0, choisis 1. 1, c'est du coup l'adaptation. C'est la mise en pratique des principes que j'ai expliqués auparavant. Et de se dire, ok, y a un changement. Moi, en tant qu'humain, j'ai pas encore la possibilité de pouvoir changer l'entièreté du monde dans lequel je suis. Et il faut que je m'adapte. Il faut que je m'adapte. Voilà. Avec bien sûr, de toute façon, du recul, de l'éveil, une compréhension de ce qu'on fait aussi également. Mais on est quand même sur une logique de, ok, je m'adapte. Le monde change, je m'adapte. Et d'un autre côté, du coup, il y a la résistance. C'est-à-dire qu'en fait, on va se dire, non, j'ai pas envie que ce soit comme ça. Je vais bouder dans mon coin, je vais faire autre chose. Okay. Le problème, c'est qu'en fait, les changements qui vont se passer ne vont pas t'attendre. Si je prends par exemple des boîtes, genre Kodak, ils n'ont pas voulu s'adapter au numérique, ils sont morts. Netflix, il a tué Blockbuster car il a surfé sur le choc des streamings, antifragilité. Et des exemples comme ça, tu peux en trouver plein. En fait, quand il y a eu de grands changements, il y a deux possibilités. Soit tu subis, soit tu changes. Voilà. Enfin, tu changes, tu t'adaptes à ton environnement. Et c'est ce qui est un principe d'ailleurs de sélection naturelle. Voilà. C'est pas moi qui ai inventé la sélection naturelle, je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est mal, je pense que c'est neutre. Mais toujours est-il que voilà, quand il y a un changement, ne rien faire reste quand même très dangereux. Mais du coup, en fait, c'est un petit peu comme une sorte de test de la vie, c'est de savoir, ok, est-ce que tu n'es pas trop ancré, comment dire, dans ta life. C'est-à-dire qu'en fait, rien n'est 100% acquis. Est-ce que tu es en capacité de pouvoir, en fait, genre changer de position, même si tu es dans une position confortable actuellement. Là, je suis dans une position confortable, peut-être, par exemple. Est-ce que je suis en capacité de me bouger le cul et de faire des efforts pour changer et me mettre dans des positions d'antifragilité et de prendre des risques. Voilà. Parce que du coup, logiquement, sur l'instant même, ne pas changer, c'est ne pas prendre de risques au début, mais en fait, c'est un risque à long terme. C'est une binarité. Donc du coup, l'objectif, aujourd'hui, en fait, c'est pas ignorer les changements, c'est d'avoir globalement une compréhension de ce qui se passe en ce moment. Ça ne veut pas dire forcément faire de la veille technologique et comprendre exactement tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Non, je vais retirer le mieux du mieux. Le mieux, en fait, aujourd'hui, c'est d'avoir une compréhension globale de ce qui se passe, pas forcément regarder tous les jours. Une fois par semaine, regarder vite fait un petit peu ce qui se passe. Te diversifier. Donc, quand je dis diversifier, c'est diversifier carrément de business, en avoir plusieurs. Différentes offres, différentes acquisitions, différents moyens de paiement, toujours des plans B, sécuriser au maximum ses codes, ses relations, prévoir des plans B, ce genre de choses en fait. Tester rapidement aussi, parce que en fait le monde évolue rapidement, donc il faut tester aussi rapidement. Et surtout accepter que le chaos, c'est pas forcément une menace, mais c'est plutôt une opportunité. Le chaos, en fait, ce serait plutôt pour ceux qui ne s'adaptent pas. Alors que si tu es en adaptation, en fait, c'est plus une opportunité parce que tu as anticipé ce qui s'est passé avant. Voilà. Donc, en gros, moi, la conclusion que j'en fais de tout ça, et une conclusion que je pense qui semble pertinente à adopter, c'est qu'en fait, l'IA, c'est juste un test. Un test pour savoir qui décide de jouer au jeu, qui décide de ne pas y jouer. La seule métrique, en fait, c'est juste est-ce que tu es en capacité de t'adapter. Le principe que j'avais dit au début, c'est la capacité de s'adapter. Dernière citation, avant de finir cette vidéo, je vous laisse en fait sur une citation de Charles Darwin. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Je vous laisse méditer là-dessus. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je pense que tu auras appris des choses. N'hésite pas à regarder peut-être 2 fois la vidéo, parce qu'il y a des principes qui sont peut-être un peu digestes, mais bon, voilà. En espérant que tu as appris plein de choses, je te souhaite une bonne journée. C'était Vadim, ciao.